Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 24 février 1525, sur le champ de bataille désolé de Pavie, où tant de chevaliers ont laissé la vie, la Trémouille, la Palisse, Gouffier de Bonnivet, qui était l'ami du roi et un peu l'instigateur de tout ça, le roi lui-même a été capturé par les troupes impériales et par les troupes de Charles Quint, qui en tout cas se battaient pour Charles Quint. Inutile de vous dire que le royaume de France est dans une situation épouvantable. À Lyon, la régence est assurée par la mère du roi, Louise de Savoie, qui tente de préserver comme elle peut l'autorité royale face aux ambitions de l'ennemi, mais il y a tellement d'intrigues dans ce royaume. Alors, le roi va d'abord être emprisonné à Pizzighettone, on est au sud de Milan si vous voulez, et puis on le conduit, on lui fait traverser la Méditerranée, on le conduit en Espagne et il va subir à Madrid, dans le donjon de Los Turranes, une captivité qui est éprouvante, qui est très humiliante pour lui. Vous imaginez, il dépérit, François Ier. Il va même très gravement tomber malade à l'automne 1525, avant de recouvrer la santé grâce à la visite de sa très chère sœur Marguerite, la Marguerite des Marguerites, n'est-ce pas, Marguerite d'Angoulême, qui va l'aider et qui va lui permettre de renaître d'une certaine manière. Lui qui, 10 ans plus tôt, avait triomphé sur le champ de bataille de Marignan, voilà qu'il entre maintenant dans l'histoire par la toute petite porte, par celle des grands vaincus, évidemment. Il est isolé, contraint d'accepter les conditions terribles du traité de Madrid. Le traité de Madrid, il est signé le 14 janvier 1526. Et en contrepartie de sa libération, il s'engage non seulement à restituer le duché de Bourgogne, à renoncer à toute prétention sur l'Italie, à abandonner ses droits sur la Flandre et l'Artois, à épouser la sœur de Charles Quint d'ailleurs, Éléonore de Habsbourg, mais aussi à réhabiliter le connétable de Bourbon. Mais vous imaginez, le pire des traîtres du règne de François Ier. Tout ça est terrible et surtout, il doit livrer en otage 2 de ses propres fils, c'est-à-dire le dauphin François et son cadet, le petit Henri, qui deviendra plus tard le roi Henri II. Évidemment, François Ier a déjà fait savoir en secret qu'il n'a pas l'intention de respecter les engagements de ce traité de Madrid une fois qu'il sera libéré, mais enfin, en attendant, les enfants, eux, sont bel et bien en captivité. Le 17 mars 1526, ça fait donc 13 mois qu'il était en captivité, il est donc libéré, il traverse ce petit fleuve frontalier côtier qui s'appelle la Bidassoa, et il échange sa liberté contre celle de ses fils. Vous imaginez quand même la situation. Il va rentrer en France, un royaume qui s'apprête à le retrouver, à le fêter, mais quel est véritablement l'état d'esprit des Français ? François Ier est-il prêt à tourner la page de cette humiliation, à reprendre les rênes du pouvoir avec force ? Dès qu'il foule à nouveau le sol français, il sent que la force lui revient. Il avait écrit à sa mère, vous savez, au soir de la bataille de Pavie, « Tout est perdu, fort l'honneur ». Eh bien, maintenant, il va falloir tout reconquérir. Il va falloir reconquérir son autorité, son éclat, peut-être aussi son goût de vivre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, il savoure sa liberté, François Ier. Direction Bordeaux, partant des Pyrénées, bien sûr. Il est accueilli par la cour. Partout, il faut imaginer qu'on a pavoisé. Les villes sont couvertes de tapisseries et d'oriflammes. Le roi est soulagé, bien sûr. Il savoure la ferveur populaire qui a été complètement orchestrée par sa mère, Louise de Savoie, bien sûr. C'est elle qui a, avec un brio incroyable, assuré la régence du royaume pendant l'absence de son fils. Elle a payé l'Angleterre pour la paix. Elle a écrasé littéralement les universités. Elle a liquidé la volonté d'un certain nombre des communes de France de se soulever contre la monarchie. Elle a une main de fer, cette Louise de Savoie incroyable. Or, elle est là maintenant, Louise, qui serre son fils dans ses bras. Et tout près d'elle, dans le cortège qui l'accompagne, composé bien sûr des grands seigneurs et hautes dames de la cour, se trouve une très jolie jeune femme de 18 ans. Elle
s'appelle Anne de Pisseleu et elle a été spécifiquement recrutée par la mère du roi pour remplacer celle qui avant se trouvait dans le lit de François Ier, c'est-à-dire Françoise de Chateaubriand. C'est bien simple, Louise de Savoie n'a même pas prévenu Françoise du retour du roi. Elle ne pouvait pas être là, elle ne pouvait pas l'accueillir puisqu'elle n'était pas au courant. En revanche, Anne d'Ailly, elle, se trouve là. Je dis Anne d'Ailly parce qu'elle s'appelle Anne d'Ailly de Pisseleu et bientôt elle sera duchesse d'Étampes. Elle est née en Picardie, elle est née en 1508, fille d'une deuxième union de son père Guillaume d'Ailly avec Anne Sanguin. Celle qu'on appelle alors Mademoiselle d'Ailly fait ses débuts à la cour en 1523. Elle est demoiselle d'honneur de Marie de Luxembourg à l'époque. Et puis elle va entrer dans la maison de Louise de Savoie. Et c'est comme ça que Louise la repère. Et en ce printemps 1526 où la renaissance de la nature accompagne celle de notre infortuné François Ier, eh bien, elle va pouvoir faire enfin les preuves que la mère du roi lui demande d'assumer. C'est à l'occasion de festivités qui sont données en l'honneur de ce grand retour que le roi la remarque. Bon, il n'est pas impossible que Louise de Savoie ait tout fait pour qu'il la remarque. Je vous dis, elle a mis Françoise de Foix, Françoise de Chateaubriand de côté, et maintenant elle pousse ses pions, si je puis dire, elle met en avant sa candidate, qui est brillante, c'est vrai, qui est jolie, vive d'esprit, dotée d'une beauté incroyable. Anne de Pisseleu capte l'attention de François Ier avec ses cheveux blonds dorés extraordinaires. Il la trouva très belle et à son gré, nous dit Brantôme, qui entre parenthèses raconte tout ça des décennies après les événements. Bref, il faut que le souverain, malgré ses 40 ans et les épreuves qu'il vient de traverser, il faut que le souverain aille chercher en lui quelque chose de la passion qui était la sienne. Bon, il a évidemment été tout de suite subjugué par cette jeune femme. Elle est incroyable. Et puis en plus, elle est d'une intelligence inouïe. Elle a un savoir. Elle est capable de citer des poètes comme ça par cœur. On dit qu'elle est la plus belle des savantes et la plus savante des belles. Oh, ça, c'est exactement ce qui peut plaire à François Ier, parce que, évidemment, que la beauté de cette jeune femme le ravit, mais si en plus, elle est très intelligente, et si en plus, elle pouvait le faire passer, lui, pour très intelligent. Non, c'est moi qui dis ça. La vérité, c'est qu'Anne d'Ailly sait exactement comment conquérir le cœur du roi. Vous écoutez Radio Classique. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont mis un pied dans la porte, ne partent plus jamais. C'est exactement le cas de cette Anne de Pisseleu, dont la vivacité d'esprit, la sûreté d'éducation, la très grande confiance en elle que lui procure une beauté radieuse, tout ça fait qu'elle est déjà chez elle, dans l'entourage immédiat du roi. Et François Ier, qui croyait qu'elle allait retrouver Françoise de Chateaubriand, manque, vous me direz, quand même un petit peu de suite dans les idées. Et il ne se soucie pas de son ancienne maîtresse. Il est ravi dans les bras de la nouvelle. Dès 1527, Anne est décrite, et c'est l'ambassadeur anglais qui nous la décrit ainsi. Il dit « Whom above others, as the report is, he favored ». C'est-à-dire, elle est au-dessus de toutes les autres, si vous voulez. Sa position à la cour s'affermit quand, en 1529, elle va accompagner Louise de Savoie à Cambrai. Vous savez que c'est ce qu'on appellera la paix des dames, cette espèce de grande renégociation du traité de Madrid par les femmes, parce que ce sont des femmes qui ont fait la paix en Europe. Le rôle d'Anne auprès de la mère du roi lui permet de s'insérer dans les cercles du pouvoir, et bien qu'il semble qu'Anne ait été contrariée par le mariage de François Ier avec la sœur de Charles Quint, avec Éléonore, là on est en 1531, qui est-ce qu'on retrouve à une fenêtre aux côtés du roi au moment de l'entrée officielle de la nouvelle reine? Ça ne s'invente pas tout de même. Le roi est là, il reçoit la nouvelle reine à Paris, et à côté de lui au balcon, eh bien, il y a qui vous savez. En 1531, c'est aussi la mort de Louise de Savoie, septembre 1531, et Anne obtient, pour essayer de compenser la perte du soutien considérable que représentait Madame Sans-Queue à son sujet. On l'appelle Madame Sans-Queue, la mère du roi, parce qu'elle n'avait tout simplement pas de titre à la queue à rajouter. Elle obtient une charge de gouvernante des filles du roi, les dernières filles, Marguerite et Madeleine. L'année suivante, on lui trouve un mari,
Bah oui, parce que c'est quand même plus pratique, n'est-ce pas? C'est Jean IV de Brosse de Bretagne, seigneur d'une famille dépossédée de ses terres 60 ans plus tôt. Alors, d'un côté, on lui donne, si vous voulez, on lui rétrocède les titres que la famille avait perdus, et puis, en échange, eh bien, il accepte d'être un mari de complaisance, disons. En 1533, le roi leur octroie le comté d'Étampes à ses jeunes mariés, et il va ériger le comté en duché 3 ans plus tard. Ce qui fait que la petite demoiselle d'Ailly, là, est maintenant la duchesse d'Étampes. Et la vérité, c'est qu'elle est tout à fait installée dans la position de favorite. Elle devient une figure absolument incontournable du pouvoir royal. Elle va tisser tout un réseau d'alliances. Elle place tous ses proches à des postes stratégiques. Elle renforce son emprise sur les affaires du royaume. Et puis, bien sûr, elle veille à se ménager des moments d'intimité avec le roi. Les chroniqueurs de l'époque. Alors, encore une fois, quand on cite Brantôme, il faut toujours se méfier parce qu'il écrit un petit peu plus tard, mais il écrit tellement bien. Il nous décrit la cour de François Ier, pour qui une cour sans dames était une année sans printemps et un printemps sans rose. Donc c'est la cour des dames, si vous voulez, pour reprendre le titre de la série de romans que j'avais écrit sur le sujet il y a 20 ans maintenant. Il nous l'a décrit comme un cercle féminin, où les dames jouent un rôle absolument essentiel. Et Brantôme insiste sur le rôle civilisateur. Il insiste sur la courtoisie qui émane de cette petite bande gravitant autour de la duchesse d'Étampes, élite féminine où se mêlent la duchesse de Canaples, madame de Massy, la duchesse de Montpensier. Tout ce petit monde participe au divertissement du souverain. Et quand François Ier se rend à Bruxelles, alors là, on a passé un petit peu de temps, on est en 1544, il est là-bas pour sceller sa réconciliation avec Charles Quint, eh bien, c'est encore une fois Anne qui l'accompagne. Et elle l'accompagne dans la même litière que la reine Éléonore. Vous imaginez l'humiliation pour la sœur de Charles Quint. L'empereur n'en reçoit pas moins celle qui est la rivale de sa sœur avec tous les plus grands honneurs, signe de la reconnaissance de l'importance de cette Anne d'Ailly au sein d'une cour de France qui désormais est à ses pieds. 1540, on revient 4 ans en arrière, c'est elle qui va dispenser l'accès à la faveur du roi. C'est elle qui va jouer un rôle essentiel dans l'éviction du connétable de Montmorency avec qui elle ne s'entend pas. Il faut vous dire qu'il y a 2 clans à ce moment-là à la cour, il y a 2 grands partis. Vous avez autour de Montmorency et de la favorite vieillissante du jeune dauphin Henri, et elle s'appelle Diane de Poitiers bien sûr. Là, c'est le clan, on va dire, des catholiques, et même des catholiques bontins, extrêmement dévoués à l'Église romaine et qui passent leur temps à vouloir réconcilier la France avec Charles Quint et à liquider une guerre endémique qui a tendance à constamment reparaître. Et puis, en face, il y a l'autre parti, celui donc de la duchesse d'Étampes, on pourrait dire de la toute jeune favorite d'un roi vieillissant. Vous voyez comme les choses sont incroyablement symétriques. Et dans ce parti-là, on est favorable aux idées de la réforme. Le champion, ce n'est pas le connétable de Montmorency, c'est l'amiral Chabot de Brion. Et autour de Chabot de Brion, d'Anne d'Ailly et d'un certain nombre d'autres, on essaie, avec Marguerite d'ailleurs, avec la sœur du roi, de faire avancer les idées de réforme, même si plus le temps passe, après ce qu'on a appelé l'affaire des placards, évidemment, le roi sera de moins en moins favorable à ces idées-là. En 1540, au moment d'un entretien avec Montmorency, l'ambassadeur anglais rapporte que le roi a déclaré avec larmes « Je ne peux trouver une seule faute en vous, si ce n'est celle de ne pas aimer ceux que j'aime. » Et oui, parce qu'elle vient de renvoyer Montmorency, donc le roi le lui reproche un peu, mais c'est pas parce qu'il le lui reproche qu'il va pour autant compenser l'influence grandissante sur un plan politique de cette femme qui maintenant fait la pluie et le beau temps. La faveur de l'amiral Chabot de Brion est acquise maintenant. Cependant, l'ambassadeur anglais là nous dit que son autorité dépend de la sûreté qui se peut prendre en Madame d'Étampes, qui toute sa vie a été légère et instable. Oui, c'est vrai qu'être protégé par Anne n'est pas forcément un signe de longévité.
Anne de Pisseleu a su néanmoins s'imposer à la cour comme la favorite incontestée du roi François. Sa position devient un petit peu fragile à mesure que le roi vieillit, que de nouvelles influences émergent, et donc il y a en face d'elle cette Diane de Poitiers. Alors dans le numéro d'Historia, je me suis amusé à décrire leur rivalité extraordinaire, leur espèce de joute permanente, qui n'est pas seulement une joute verbale, mais qui est aussi un combat d'influence au sein de la cour. Diane de Poitiers contre la duchesse d'Étampes, voilà ce à quoi ressemblent les au moins 10, pour ne pas dire 12 dernières années du règne de François Ier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faudrait parler, parce qu'il y a tellement d'épisodes dans tout ça, il faudrait vous parler de cette guerre extraordinaire que François Ier a reprise contre Charles Quint. Charles Quint, les impériaux, comme on dit, ont envahi à ce moment-là la Champagne, ils menacent Paris. Il va falloir néanmoins pour les impériaux faire retraite devant la poussée ottomane en Hongrie et la résistance des luthériens en Allemagne. Et c'est dans ce contexte que la duchesse d'Étampes se montre favorable aux protestants. C'est aussi dans ce contexte qu'elle essaie de mettre sur le trône le petit frère d'Henri, celui qui n'avait pas été en captivité en Espagne. Je parle de Charles, qu'elle voudrait bien mettre sur le trône et dont elle aimerait bien faire le roi Charles X. Bon, en l'occurrence, ça n'aura pas lieu puisque Charles mourra avant son frère. Mais vous imaginez la haine d'Anne d'Ailly qui, dans cette affaire, est allée jusqu'à travailler contre le dauphin Henri simplement parce qu'il protégeait Diane de Poitiers, son ennemi. Vous voyez où s'en est allé. Le 15 mars 1547, selon l'ambassadeur de Ferrare, alors que le roi sent sa mort approcher, il convoque la duchesse d'Étampes et Françoise de Massy. Il leur conseille de veiller sur elles-mêmes, car, dit-il, il ne pourra plus les protéger. Et non, il va disparaître, le roi, et quand il sera mort, que deviendront-elles ? Le 21 mars, il fait venir à son chevet le dauphin, le cardinal de Tournon, Madame d'Étampes, qui est là. Les dernières volontés sont claires, il enjoint son fils de soutenir sa favorite dans ses affaires, de maintenir en place les hommes qui lui ont été fidèles. Seulement, on sait généralement ce que les dauphins devenus rois font des dernières volontés de leur père. Franck Ferrand sur Radio Classique. 31 mars 1547, après un long règne de 32 ans, et vous aurez remarqué que je n'ai pas dit un trop long règne de 32 ans, François Ier s'éteint donc au château de Rambouillet à l'âge de 52 ans. Alors ça va être tout le grand cérémonial de la mort d'un roi de France. On transporte la dépouille à Saint-Denis et on va l'inhumer à côté de sa première épouse, Claude de France. Et dès le lendemain de sa disparition, le Parlement de Paris choisit de l'honorer du titre posthume de prince Clément, père des arts et des sciences. Très bien. Seulement maintenant, il faut que l'histoire continue son cours. Et à peine monté sur le trône, Henri II n'a rien de plus pressé que de trahir la parole qu'il vient de donner à son père mourant, puisqu'il écarte tous les fidèles d'Anne d'Ailly. C'est une véritable purge qui affecte la cour, et très vite, Anne se retrouve dans le plus grand des périls. Le nouveau roi forge son propre cercle, et vous imaginez bien que dans le cercle en question, il y a Montmorency, il y a Jacques Albon de Saint-André, il y a les Guises, bref, il y a tous les plus proches de Diane de Poitiers. Avril 1547, on enjoint Anne, ne sais pas qu'on l'enjoint d'ailleurs, on lui ordonne de quitter ses propriétés, de se retirer dans un lieu isolé, tout comme ses proches d'ailleurs. Toute la petite bande qui était autour d'elle est complètement dispersée, et il y a pire que ça. On va la restituer à son mari, oui, ce mari cocu, dont la France entière se gausse depuis plus de 20 ans. Eh bien, il va pouvoir se venger de cette femme qui l'a ridiculisée et à laquelle il en veut tant. On n'imagine pas ce que sont les dernières années de la duchesse d'Étampes, de cette Anne de Pisseleu qui va traîner désormais sa peine, persécutée par son mari, avant qu'il ne finisse par mourir. Et plus tard encore, parce qu'elle va vivre de très nombreuses années, elle deviendra une femme très pieuse, très retirée, très réservée. Quand je dis très pieuse, de piété réformée, bien entendu. On doit pouvoir conclure qu'Anne de Pisseleu, qui sans doute a été une des premières grandes maîtresses en titre de la cour de France, avait un
pouvoir politique essentiel, et encore je ne vous ai pas dit à quel point elle influait sur le cours d'un certain nombre de batailles. Sa chute aura, somme toute, symbolisé la fin d'une époque, la fin d'un règne, celui de François Ier, évidemment, mais aussi la fin d'une époque parce que celle qui prend sa place, et qui pourrait être sa mère au passage, Diane de Poitiers, elle incarne ce qu'on appelle la seconde Renaissance, fin de la première. Vous écoutez Radio Classique.